Simplement Monsieur Black. Tonight, we're gonna have so much fun, on va avoir tellement de plaisir. Le thème de la soirée aujourd'hui, c'est « Faire rire mon prochain est mon sport favori ». Et qui de mieux que d'avoir l'homme de la situation, un entrepreneur, un humoriste, on dit un comédien, un vrai improvisateur number one. Et tout récemment à LOL, vous avez écouté ça sur Prime Video? Ce gars-là nous a fait rire dans nos culottes. J'ai le privilège d'avoir sur le plateau de Simplement Monsieur Black, Monsieur l'unique Richardson Zephyr. Yes, My man! Oh, wow! Comment ça va, Richardson? Ça va très bien, et toi? Ah, mon gars, je suis en pleine forme, je suis heureux, là. Écoute, Richardson, on va passer vraiment un bon moment ce soir. C'est pas une entrevue, je pense qu'on va avoir un échange ensemble. On va apprendre à te connaître un petit peu plus, puis je vais faire des petites affaires que je suis sûr que tu ne t'attends pas, mais tu es un maître improvisateur, d'après moi, tu vas embarquer dans la game, right? Mais, dingo de Saint-Lingo, c'est ça ton expression? Exact, dingo pour les lingos! Écoute, on va faire un petit cheers, Alright, sans se frapper santé. officiellement. Cheers! Cheers! Merci d'être là. Richardson, c'est qui Richardson Zephyr? Ben, Richardson Zephyr, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très doux et très calme. Et puis, sur scène, c'est là que je suis très énervé. Donc, improvisateur à la base, humoriste et comédien. Humoriste et comédien. Oui, tout simplement. Ouais, je suis un amoureux de l'entertainment, donc tout ce qui est entertainment, j'aime. Mais je suis curieux de savoir, quand tu étais jeune, c'est quoi le moment où tu t'es dit, l'humour, je pense que je m'en vais dans cette direction? Je me souviens pas l'âge exactement, mais je devais avoir... j'étais jeune. Je sais pas si j'avais 5 ans ou 6 ans, mais je crois que j'ai vu une publicité, j'ai vu de l'improvisation à la télé, et c'était une publicité. Ah. Fait que, il faisait de l'improvisation, puis là, quand la caméra reculait, il était sur le top d'une canette de Coke. Je pense que c'était Gaston Lepage. Je dois avoir 5-6 ans, puis je me suis dit, oh ça, je vais faire ça, je vais essayer ça. Puis dès que j'en ai vu à l'école, j'en ai fait. Ouais, exact. Puis T'as j'ai pris la jamais piqûre? arrêté. Ouais, exact. J'en ai fait de façon abusive, l'improvisation. Wow. J'en ai fait comme au secondaire, du secondaire 1 à secondaire 5. J'en ai fait au cégep. Après ça, j'ai coaché. J'ai été coach au secondaire à Laval. Wow. J'ai été coach au cégep Bois de Boulogne, cégep de Maisonneuve. J'ai Coach coaché... en improvisation? Oui, exact. Oh, j'ai coaché à l'Université Laval, à Québec. J'ai donné des ateliers au Saguenay. Puis j'ai joué dans plusieurs ligues. Autant que j'ai joué dans les ligues scolaires, mais j'ai joué dans des ligues à Montréal, mais j'ai joué dans des ligues à Trois-Rivières, à Joliette. J'ai été 19 fois en Europe faire de l'impro. Okay. J'en ai vraiment fait de façon abusive. Partout ce que ça se joue en français, j'en ai fait. Mais c'est incroyable, incroyable. Ouais, je ne savais pas que tu as été jusqu'en Europe, mais vraiment, l'amour était profond. Là. Ça fait partie de ton ADN. Autant en tant que joueur ou entraîneur ou arbitre, j'en ai fait excessivement beaucoup. L'arbitre, est-ce que c'est là que le rôle du policier Zephyr est sorti en tant qu'arbitre? Non, j'ai des spectacles qui sont nés de l'arbitrage, mais non, vraiment. Non? Ouais, c'est plus avec l'humour après que les personnages sont arrivés. Mais bon, les personnages, j'ai appris à en créer en faisant de l'improvisation. Ouais. Donc, mais c'est plus avec l'humour. Plus avec l'humour? L'humour et le web. Ouais. I like that. Sur le web, tu étais très présent. Puis durant la pandémie, écoute, c'est là tout le monde a appris à te connaître. Tu étais vraiment extraordinaire. On va en parler un peu plus tard. Yes. Tout à l'heure, en parallèle, tu as dit « Oh, je suis allé faire quelque chose pour ma mère ». Justement, on parle de l'humour. Tu sais, il y a l'école, la caille, l'église. Ouais. Nos parents, c'est tu vas devenir professeur, avocat, docteur, médecin. Et toi, tu as décidé de devenir humoriste. C'est quoi la relation de tes parents? Qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Bien, moi, j'ai étudié en pétrochimie. Donc, ça n'a pas de lien. J'ai seulement commencé l'impro à 31 ans. Je veux dire l'humour à 31 ans. Donc, j'ai étudié en pétrochimie, mais au cégep, mon premier voyage d'impro en Europe, c'est ma mère qui l'a payé. Donc, même si, bon, j'étais en sciences, elle a accepté quand même que je laisse tomber les sciences pour faire les arts parce qu'elle me faisait quand même confiance. Parce qu'en dehors de la scène, je suis très sérieux et calme. C'est vraiment sur scène que je suis extrêmement explosif et énervé. Mais ouais. Wow. Mais sur scène, je suis quand même... dans la vie de tous les jours, je suis assez calme. Puis avant, c'est ça, j'ai étudié en pétrochimie au Collège de Maisonneuve. Après ça, j'ai eu un bar dans le Vieux-Port de Montréal de 2004 à 2009. Puis c'est en 2009 que j'ai vendu mes parts pour faire de l'humour. C'est particulier, là. Mais à 31 ans, j'allais dire sur le tard, mais quand même sur le tard. Puis tu as décidé, you know what, en business, bien, ça fonctionne bien, c'était au Vieux-Port, ça, vous étiez quel partenaire? Oui, exact. Puis tu as décidé de mettre ça de côté pour faire de l'humour. Je crois qu'à une époque, bon, je faisais beaucoup d'improvisation. L'improvisation, c'est peut-être le truc que j'aime le plus au monde, mais c'est pas un métier. Tu n'es pas payé. Donc, peut-être quand tu coaches, en tout cas pas au Québec. Tu ne peux pas faire de thunes avec ça. Mais
Mais c'est le début, 2008, 2009, c'est le début de la relève au Québec. Oui. Il a commencé à avoir des émissions de télé-relève, puis il a commencé à avoir des spectacles de rodage. Alors, c'est là que je me suis dit, ben bon, je vends mes parts, j'essaye. 1 an, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben j'ai des études ou j'ai des domaines où je peux travailler, mais j'essaie, au moins. Puis à chaque année, ça allait un petit peu mieux. Puis après une couple d'années, ben, impossible de revenir en arrière. Impossible. Écoute, en 2016, je me souviendrai toujours qu'on a annoncé le gagnant de mon premier gala, en route vers mon premier gala, Juste pour rire. Ouais. Puis tu sais, quand on regarde Juste pour rire, puis on regarde la traditionnelle, la tradition, qui sont toujours là, tu sais, on a toujours une image d'un humoriste au Québec. Puis toi, tu es arrivé dans le design, tu te dis, écoute, en route vers mon premier gala, puis tu l'as gagné. Ouais. Comment tu t'es senti, le sentiment de fierté? Ta famille, tes amis, comment ils se sont sentis quand tu l'as remporté? Ben, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction aussi, la reconnaissance de tes pairs. Et moi, je dirais que dans le milieu, ça fait longtemps que j'étais dans le milieu, puis j'ai produit beaucoup de soirées, comme pas vu que j'arrive d'un milieu où je suis différent. Je crois qu'on était 3 Noirs à faire de l'humour. Il y avait moi, il y avait Eddie King, il y avait Bruno Lee, je veux dire, activement. Là. Fait qu'il y avait seulement Eddie King au Québec, activement. Alors, ouais, je crois qu'il y a tellement de gens qui m'ont écrit, je crois que c'est la représentation, il y a tellement de gens qui m'ont écrit comme « Yo, Rich, yo, t'as gagné un coup de mon premier gala? Est-ce que c'est vrai? » Oui, c'est vrai. C'était impressionnant, c'était impressionnant. C'est ça, fait que c'est la représentation aussi, surtout, de me dire de moi, de le faire. Il y a des gens qui vont me regarder, des Haïtiens, des Africains, whatever, puis ils vont dire, ils vont me voir, puis ils vont me dire « Si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. » Ils vont me regarder, hey, moi je peux faire mieux, fait qu'ils vont le faire. C'est juste la représentation. Dès que tu vois quelqu'un qui te ressemble, qui le fait, ben, tu te dis que toi aussi tu peux sortir et le faire. Tu as vraiment influencé positivement. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent maintenant, Bad Boys du Rire, il y a plusieurs qui grandent, l'émergence, elle est là, elle est au rendez-vous. Mais on va aller faire un petit back in the past. Okay. Moi, je me souviens des années 80, il y avait 2 humoristes américains, un noir, que je trouve qu'ils te ressemblent énormément. C'est un genre de bon mix. Okay. Tu sais, j'ai Richard Pryor, j'ai Eddie Murphy. Ouais. J'ai l'impression que je me sers dans un malaxa. Qu'est-ce qui sort de là? Richard sort du film. J'aimerais savoir quelles sont tes influences. Qui t'a inspiré lorsque tu étais plus jeune? Mais c'est sûr que si on parle des influences, ben bon, s'il n'y a pas Anthony Cavana, je ne suis pas ici. Ouais. Pour sûr, pour sûr. Mais Eddie Murphy, bon, comme tout le monde, j'ai écouté tous ses films de façon religieuse, puis surtout le doublage. Oui. Il y a une blague que j'aime raconter. Je dis, les films dans les années 80, quand il y a un noir dans un film, il y a leur voix originale en anglais, puis dans la traduction, il y a une voix de débile. Comme un prince, l'enfant sacré du Tibet. Okay? Vas-y, l'histoire, c'est une jeune dame qui va voir Eddie Murphy, c'est un détective, elle lui demande de l'aide pour retrouver un enfant qui a été kidnappé. En anglais, Eddie Murphy répond comme « Yes, I'll help you, ma'am ». Et en français, il répond « Ah, les petites nénettes! Ah, la fumette! » Tu sais qu'il n'y a personne qui parle comme ça. Il n'y a personne qui parle comme ça dans la vraie vie, mais quand tu es petit, tu regardes ça, tu dis « Oh, si je veux faire du show business, moi aussi, je dois avoir une voix de débile. » C'est comme... Premier rôle dans l'histoire des pays d'en haut. « Alors, Donalda, toujours avec ton mec? » C'est juste ça. Des âneries. Mais oui, fait que c'est sûr, Richard Pryor aussi, j'ai regardé tous ses films. Diable, vois-tu ce que j'entends? Comment il devait claquer 30 millions de dollars en 30 jours. J'ai regardé tous ses films. Donc Eddie Murphy, mais c'est sûr, Eddie Murphy, c'est stand-up, qui sont délicieux, mais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blagues, peut-être, s'il ferait ces blagues-là aujourd'hui, ça passerait pas, là, mais bon, c'était dans les années 80, à 18 ans, à New York. C'est des gens que je me suis beaucoup inspiré de leur carrière. Je me suis beaucoup inspiré de Chris Rock au niveau du stand-up, l'énergie sur scène. Dave Chappelle, je crois que dès que j'ai vu Chappelle Show, ça a été la dernière goutte. Dès que j'ai vu Chappelle Show, 1 mois après, j'ai commencé à produire mes premières soirées. Ça a été vraiment la dernière goutte. Puis sinon, je dirais la carrière que j'essaie d'imiter. Moi, j'essaie d'imiter Martin Lawrence. C'est lui que j'essaie d'imiter à cause que lui, bon, il a fait du stand-up, il a fait des films, puis il a fait des sitcoms, puis dans ces sitcoms, le Martin, je sais pas si vous avez écouté Martin. Oui, mais oui, c'est un classique. Là, il jouait plein de personnages. Donc, il animait Def Jam Comedy, donc animait des soirées d'humour. Apollo, oui. Donc, fait que tout ce que Martin Lawrence a fait dans sa carrière, je l'ai fait. J'ai imité le même truc. Il y avait Def Jam, moi, à Juste pour rire, j'avais un spectacle qui s'appelait Les Importés. Fait que c'était comme un Nick Show que je faisais pendant le festival, pendant 4-5 ans. Fait que moi, souvent, je le produisais. Fait que la première année, j'avais engagé Eddie King comme animateur. L'année après, j'avais engagé Mehdi Boussaïdan.
Fait que là, je prenais tous les artistes émergents pour que ça nous fasse une belle plateforme, une belle vitrine. Ce qui est intéressant, tu n'étais pas devant la caméra, tu étais derrière, donc l'organisation, ben, la je jouais gestion. quand même. Tu jouais, mais... Je jouais quand même, mais ça a été mon truc pour m'améliorer. Comme j'avais un passé d'entrepreneur, j'ai beaucoup produit de soirées d'humour. Je dirais que de 2012 à 2017, je pense pas qu'il y a personne qui a produit plus de soirées d'humour que moi. J'avais une soirée à Montréal, j'avais une soirée à Granby, j'avais une soirée à Trois-Rivières, j'avais une soirée à Victoriaville, j'ai fait des soirées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, j'ai fait des soirées partout où souvent c'était pas moi qui animais, mais en jouant, ça me permettait d'atteindre le niveau. Maintenant, je produis plus des soirées un peu partout. Les soirées que je produis, je les anime, mais au moins j'ai pu me mettre des petits spots open mic pour atteindre un niveau Parce que tu voulais aller ton plan de match. Exact, un niveau satisfaisant. Ouais. Ça doit être particulier, effectivement, parce que là, on voit la finalité, on voit que ça va bien. Tu as gagné le prix du public. Donc, le public t'aime à Big Brother l'année dernière ou il y a 2 ans? Big Brother Célébrité, la première saison, on est rendu à la 3e, donc c'est en 2021. Là, juste faire une parenthèse, là. Ouais. Le shake, là, la petite canette, là. Ouais. À la maison, je te jure, mes garçons, ma conjointe, tout le monde était... Let's go! Les chansons étaient toutes pour toi, puis cette maudite dernière canette, là. Ouais. Tu t'en souviens, j'imagine? Ouais, je me souviens, c'est vraiment... Mais c'est qu'eux autres, l'argent de pince ou de ciseaux qu'on avait, c'était vraiment une pince des années 40. Oh my God! C'est une pince qui, tu sais, c'est des ciseaux, ça va comme ça, mais elle allait comme ça. C'est une vieille affaire rouillée. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens t'ont fortement apprécié, les gens du public. Tu avais une belle image, tu étais une bonne personne. Je sens les valeurs à l'intérieur étaient très présentes sur le plateau. Comment était l'interaction avec d'autres humoristes quand tu sais que c'est une compétition? Comment tu t'es senti sur le plateau? C'est sûr que ça fait un moment, mais je crois que les 2 premières semaines, j'étais un peu dans la compétition comme tout le monde. Quand j'ai réalisé que j'étais dans aucune alliance, moi, j'avais pas mal écouté les épisodes, fait que j'étais arrivé à la conclusion que si les 2 premiers jours, t'es pas dans une alliance, t'es tout seul. Donc, moi, mon plan, c'est d'avoir un cahier de jeu, pas de seulement avoir une stratégie. Je dis, à partir de maintenant, il ne faut pas que je sois une menace, il faut que je sois cool. Fait que dans la maison, je me suis mis à faire beaucoup de blagues. J'ai fait des blagues à tous les jours. Les niaiseries qu'ils ont montrées, c'est peut-être 1% de ce que j'ai fait. Je me levais le matin puis je commençais à faire des sketchs, des blagues. J'ai fait beaucoup de repas parce qu'on avait accès à tout ce qu'on voulait à la cuisine. Donc, j'ai fait des repas que les gens n'ont jamais mangé. Tu sais, quand le griot, le ricolé, le poulet, ils n'ont jamais mangé ça. Ouais, j'ai fait ça souvent. J'ai fait des lasagnes, j'ai fait du mafé. C'est le mets africain. C'était ça le secret. Le mafé. Le monde, il n'y avait personne qui n'a jamais mangé ça de leur vie. Là. Wow, OK, c'est bon. J'ai juste on a des exclusivités ce soir. Des repas du dimanche tout le temps. Fait que là, les gens qui ont apprécié à l'intérieur, le gars, il fournit bien. Que ma présence, j'ai réussi à rester plus longtemps parce que j'étais pas dans des alliances, mais il y avait toujours quelqu'un qui allait faire assez chier pour qu'il parte à ma place. Sois, man, mon gars, t'as tellement bien fait. T'étais pas juste rester cool. T'étais vraiment bon. Je m'occupais beaucoup des gens. C'était le fun, c'était extraordinaire. Parce qu'à la télé, ils montrent beaucoup la compétition, mais dans les faits, une belle camaraderie à l'intérieur. 78 jours d'affilée, on a soupé tous ensemble, on jouait à des jeux, on se racontait nos vies. Puis, on savait qu'à l'extérieur, c'était le couvre-feu. Oui. Quand même, on a vraiment bien profité. C'était extraordinaire. Félicitations. Puis, en sortant de là, je suis devenu cool. Ça a vraiment explosé ta carrière. Ouais, ça, terrible. Vraiment x10, ce que j'aurais pensé. Vraiment extraordinaire. Avant qu'on parle de ton premier one-man show, il y a eu des embûches. Tu as dû passer à travers des moments difficiles. Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu te souviens ou est-ce que tu aurais pu simplement dire, je mets tout ça à côté, je me retourne en pétrochimie, je retourne comme entrepreneur, je laisse ça tomber? Je crois que c'est surtout au début de ma carrière, je crois que le booking est difficile. Dans le booking? Parce que moi, je me souviens, le monde s'en rend pas compte. Je crois que les gens sont pas vraiment racistes, mais ils s'en rendent pas compte de les biais ethniques. Quelqu'un vient me voir et me dit, tu connais-tu Eddie King? Je fais, ouais. Il est paresseux, hein? Je fais, je sais pas, moi, je trouve pas. En direct, moi, je trouve que c'est la personne que je vois le plus souvent avec des nouveaux numéros. Fait que je vous dis, si lui, il pense ça d'Eddie King, qu'est-ce qu'il dit quand moi, je suis pas là? Puis le booking,
Ben, j'en avais pas. Fait que c'est pour ça que je me suis mis à créer, à produire des soirées. Il y avait 2 personnes qui me bookaient. Il y avait un gars qui s'appelait DJ GM. Ouais. Puis il y a une asiatique qui s'appelait Mi-Ling, qu'eux autres sont dans la Le business. C'est salut, les 2 oui. personnes qui me bookaient. Sinon, j'ai produit beaucoup. Puis à force de produire, de donner des salaires à des gens, mais là, ils se sont mis à me booker. Puis je me suis dit, moi, je me suis juste dit, il ne faut pas que mon ethnicité soit la raison pourquoi j'en fais pas. Fait que ce ne sera pas mon excuse, fait que j'en ai jamais parlé ou je suis allé là-dessus parce que, comme, c'est quoi, je vais te faire comme, ah, ben, il est raciste, puis là, j'en fais pas, genre. Ben non, je m'en ai foutu, puis juste continuer à avancer parce qu'au contraire, c'est. Des fois, les gens peuvent avoir peur, peut-être des diffuseurs peuvent avoir peur d'aller dans la. D'engager un noir parce qu'il se dit que ça va moins vendre. C'est ça. Avant d'être produit, les producteurs m'ont souvent dit ça comme un noir, ça ne vendra pas en région, mais au contraire, moi, je pense que je vais vendre bien plus à cause de ça parce que les gens font. Je sais pas que Kevin Raphaël, en tout cas, j'ai pas le droit de raconter son histoire, mais Kevin Raphaël, son premier spectacle, comment il a commencé, lui, il a loué la salle André Mathieu. Ouais. Il n'avait jamais fait d'humour, il a loué la salle André Mathieu, puis il l'a sold out. Les gens ont juste fait comme ah, right, un nouvel humoriste, cool. Ils ont embarqué. Ils ont rempli la salle. Il ne savait même pas ce qu'il faisait, il a rempli la salle André Mathieu. C'est particulier, là. Son premier spectacle, tu sais, c'est extraordinaire, là. Les gens ils sont dessus, Au mais quand contraire, même, ça... moi, j'ai Ouais. joué partout, là. Avant d'être en pote, j'ai été en Abitibi, j'ai été comme au Saguenay, je veux dire, j'ai été partout, là. Le monde, tu sais, on entend parler du monde qui chiale, les méchants, mais c'est sûr qu'on entend parler, mais la majorité du monde, au contraire, là, c'est une force, un avantage, là. Les gens le fun veulent, d'entendre ça. C'est ils veulent vraiment le fun vraiment d'entendre ça. plus. Ben, tu regardes les films, mettons, tu regardes Black Panther, tu sais, le succès mondial, hey, c'est un immense marché. Il y a des gens qui l'ont compris, là, tu vois, mettons, Beach Club, il fait Afro Beach. Il a compris. Il fait 2 fois par année, c'est plein. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre, mais non, c'est une mine d'or. C'est gagnant-gagnant. Les gens sont là, ils attendent, là, et les gens s'en foutent, là. Au contraire, ils veulent encore plus. Ouais, quand j'étais à Big Brother, je faisais ma bouffe. Le monde était content. Là. Là, la bouffe Au haïtienne, contraire, le en plus, monde, ils ont bien mangé. on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est les diffuseurs qui ne prennent pas de chance. Ouais. Mais quand tu t'autoproduis, ça fonctionne. Hein. Ah, absolument. C'est absolument. même plus lucratif que tout. Là. C'est un truc. Là. Hey, tu regardes l'Afrobeat, la musique Afrobeat. Tu sais, il y en a partout au monde. Tu sais, les Africains, partout. c'est la plus grande diaspora au monde. Il y a des Africains partout. Fait que s'il y a un Africain qui est en Suède, puis là, il écoute du Afrobeat, ses amis se mettent à écouter. Hey, TikTok, c'est juste du Yeah. Afrobeat. C'est Les vrai, gros succès, vrai. c'est. Tout des Afrobeats. Hey, ça, c'est. Puis on est juste au début, on est au début de. Tip of the iceberg. Ouais, exact, c'est le moment. Cacher sans rien faire, les gens sont intéressés, puis ils veulent voir ce qu'on leur cache. Peut-être pas nous, mais c'est que les gens avaient peur de le montrer. Les producteurs, ils veulent juste faire de l'argent, ou les diffuseurs aussi, fait qu'ils ne prennent pas de chance. Puis très, très traditionnel. Ça Exact. reste dans leur pantoufle. Exact. Ben moi, j'ai commencé avant d'être en production, à m'auto-produire, puis Nice. en faisant des vidéos, là, la police est sexy, puis tu sais, ça À part de la police, le c'est public est sexy. là, hein. Je sais pas, la police, c'est sexy. Quand je regarde ça, la police, c'est sexy, là, mon Dieu. Ce personnage-là est venu par l'improvisation. Comment ce personnage-là est venu Euh, sous le décor? Je crois que j'avais rencontré un ami d'impro de Back in the Day qui me dit qu'il est réalisateur. Je lui ai dit, as-tu déjà fait des green screen? Il a dit non, mais j'apprends vite, Vincent Rouleau. Fait qu'il dit, on va faire des vidéos pour le fun. Je pense que le premier vidéo que j'avais fait, c'est dans les médias, l'actualité, ça chialait à cause du Burkini. Oh my God. Tu es celle-là. Puis je me souviens que la meilleure blague de Burkini avait été faite par Farid dans un talk show en France. Hein, mais je voulais en parler, fait que j'ai décidé de faire une capsule, faire des blagues là-dessus. Je pensais juste faire un sketch, puis que... Ça a pris un son envol, c'est Exact, incroyable. puis parce que ça fait des années que je fais beaucoup de vidéos sur le web, puis j'ai fait des vidéos avec du gros budget, de gros... Puis La police est sexy, c'était vraiment très, très cheap. Mais c'est comme le public qui décide. J'ai fait des bons vidéos, là, effets spéciaux, Ah shit, oui. le monde s'en fout. La police est sexy, c'était cheap. On voyait du green screen, un flicker dans le coin. Puis ça, le monde était down. Le monde Fait que a là, je me marqué. suis mis à faire 2, 3. Puis c'est parce que, en faisant les capsules de La police est sexy, je sortais une capsule à tous les samedis matins. J'ai fait pendant 3 ans, de 2016 à 2018. Ben, ça remplissait mes salles. Chaque fois que je faisais une capsule, Ouais. j'animais les samedis de rire au Lozo, sold out.
J'ai commencé à faire mon one-man show une fois par mois, partout à travers la province, tout le temps sold out, fait que ça m'a rien coûté en promotion. De marketing et tout, là, vraiment. Parce que c'est dans le temps que l'algorithme Facebook était bon, juste en faisant une capsule par semaine de 1 minute. Ça remplissait tout ton wow. Puis ce qui est drôle, parce que quand je fais La police est sexy, ben c'est vraiment un haïtien. Je suis comme, bonjour, ici la police, j'ai un fusil, Internet, il faut que je t'épale. Puis il y a des gens qui venaient voir mon spectacle, ils me regardaient puis ils font, OK, c'est pas ta vraie voix. Je dis, mais qu'est-ce que tu pensais que tu venais voir? Parce que le personnage de policier est quand même absurde, un peu débile. Puis moi, je fais du stand-up normal. Mais ce policier-là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'a influencé au niveau de l'accent? Bien, c'est sûr que c'est un peu tous nos oncles, c'est un peu tous nos oncles. La famille, c'est un peu les anciens. Puis je crois que avant de faire du stand-up, j'ai fait beaucoup des personnages en route vers mon gala, Blackman, Magic Jordan. Les personnages suivent pas mal toujours la même ligne. Quand on était petit puis on écoutait des dessins animés, il y avait les PSA. À la fin, mettons, tu écoutais les G.I. Joe, puis à la fin de l'épisode, tu avais 2 enfants qui voulaient manger du chocolat à l'épicerie, puis là, tu avais un G.I. Joe qui arrivait comme « Ne mangez pas du chocolat, mangez une pomme. »« Thanks, Snake Eyes! Now we know! And knowing is half the battle. » Les PSA, il y avait ça après E-Man, tout ça. Fait qu'à peu près tous mes personnages, Blackman, Magic Jordan, La police est sexy, c'est tous des public service announcements. C'est tout le temps... celui qui donne des conseils, sauf que la police, ben, ses conseils n'ont pas rapport. Parce que c'est pas bon pour donner des conseils. Ils sont vraiment drôles. Vraiment, tes capsules sont extraordinaires. Ce qui t'amène au mois de mai 2022, ton premier one-man show, Zéphyr. Vraiment, là, ça a été un wow, ça. Comment tu t'es senti la première soirée sur la scène? C'est sûr que, bon, je l'ai rodé pendant 1 an, puis... je m'étais autoproduit pendant 3 ans, justement en me disant qu'un jour, si j'ai un one-man show, ben, j'aurais déjà appris à travailler le long format. Fait que ça faisait longtemps que toute ma vie, j'ai travaillé en ce sens. Un jour, je vais avoir un one-man show, puis à la grâce de Dieu, c'est arrivé. Je dirais que c'est un truc que j'ai encore de la misère à croire. Je suis heureux de me promener, faire mon spectacle. C'est le fun. Quand tu fais ton spectacle, les gens viennent te voir. Fait qu'il y a toujours, à chaque fois, il y a une magie. Mais... Fait que le cas, c'est que j'ai pas tant profité de la soirée. La première médiatique était le 11 mai. J'étais un peu zombie, comme il y a des médias. Fait que tu essaies de pas faire d'impro, pas trop sacré à cause des médias, il y a l'industrie. Fait que c'était une belle soirée où j'étais très concentré. Puis, ce qu'on sait pas, c'est que moi, je venais de tourner là. On l'a tourné le 9, 10, 11 mai. Ça fait tout ce temps-là, je pense. Oui. Le 9, on faisait l'intro, l'arrivée, l'introduction. Le 10, on faisait le concours. Le 11, on faisait les confessionnals. Fait que moi, de 8 à midi, je tourne les confessionnals. Après, ça arrive direct à l'Olympia. Chez moi, je prends mes costumes, direct à l'Olympia. Test de son, on enchaîne 2-3 fois le spectacle, puis après ça, boum. Fait que j'étais zombie, là. C'était un week-end où on était comme un peu zombie après. Pas rire, enfermé dans le local. Fait que... J'ai pas carpe diem. Non! J'ai vraiment exécuté comme un robot. Là. J'étais concentré à réussir mon week-end. Je me souviens plus c'était un week-end, mais réussir les 3 jours. Là. si on pousse dans 10 ans, là, 10 ans plus tard, puis quelqu'un te demanderait quel est ton plus beau souvenir de ton premier one-man show, Zéphyr? As-tu un moment particulier qui t'a marqué, qui te tient au cœur, qui te touche au cœur? Il y en a plusieurs. Je crois que c'est... moi, c'est juste... À partir du moment qu'on a commencé à travailler sur le spectacle, juste qu'il y a une boîte de prod. Moi, les boîtes de prod, ils ont toujours dit non. C'est comme un noir, ça ne vendra pas en région. Puis là, quand je suis sorti de Big Brother, il y a 6 boîtes de prod qui voulaient travailler avec moi. J'ai choisi de travailler en entourage parce qu'il était 11 à venir voir mon spectacle. J'ai fait enfin, je ne suis plus en train de courir, quémander. Il y a des gens qui veulent. Fait que eux, je fais OK, toute une boîte, c'est comme tous les employés sont là avec le sourire, ils veulent travailler avec moi. Fait que d'être plusieurs personnes à travailler sur mon shit, c'est vraiment... Ça devait être gratifiant. Oui, exactement. D'avoir des ressources. Hein, comme moi, je suis habitué à tout faire moi-même. Donc, ça, c'est extraordinaire. Puis après ça, faire mon spectacle, me promener, j'aime beaucoup. Promener, parler avec les gens. Fait cocasse, je suis au lac Saint-Jean. J'essaie de me souvenir de la bonne ville. Je ne suis pas allemand, c'est... Robertval. Robertval, OK. Ou Amos. En tout cas, je suis au lac.
j'arrive à la salle pour faire mon spectacle, je fais le test de son. Puis, moi, mon nom, c'est Richardson Zéphir. Et un gars qui rentre, il s'appelle Marc-Andy Jasmin Zéphir. Fait qu'il arrive à la billetterie, il regarde son nom, c'est le temps un peu COVID, un peu. Fait que, tu sais, il faut que tu aies ton passeport vaccinal pour rentrer dans ce temps-là. C'est la fin de COVID, fait que le monde, il voit Zéphir, ils font comme arrête de niaiser, Zéphir, va dans la loge, on t'attend. Il fait non, je viens voir le spectacle. Hey, come on, Zéphir, arrête de niaiser. Parce que à la fin du spectacle, ils m'ont conté l'anecdote. Là, j'ai été ajouter le gars sur Facebook, mais là, on est amis. Mais c'est quoi les chances d'arriver au lac? Au fin fond du lac, puis il y a un autre patinet, il s'appelle Zéphir, puis on n'est pas dans la même famille. Oh, wow. Il n'y a pas 50 000 Zéphir, hein? Wow, c'est une belle anecdote. C'est des trucs impossibles comme ça. T'as tellement beau parcours. J'imagine lui, sa gueule, là, comme le monde qui ne le laisse pas entrer. Ça doit être quelque chose. Écoute, Richardson, on tire à la fin. Ça va trop vite. Je pense que j'aurais passé encore quelques heures avec toi. Mais avant qu'on se quitte, c'est le temps du Sweet Six. Le Sweet Six, Richardson, c'est pas compliqué. Okay. Je vais te donner 6 énoncés, 6 questions, quoi que ce soit. Je veux que tu me dises rapidement, à brûle pour point, qu'est-ce qui te vient en tête. Okay. Puis tu es un improvisateur né, fait que je suis sûr que ça va venir rapidement. T'es prêt pour le concours? Ça va bien, soit je serai dans la merde. Exactement. OK. Première question, Richardson. Le stade de rêve pour ton prochain one-man show? C'est une question pêche parce que moi, j'aime vraiment beaucoup jouer. Moi, j'ai un truc que je sais dans ma vie, c'est que je vais toujours faire de la scène. Je vais faire de la scène toute ma vie. Donc, j'irai pas, je pense pas faire des centres belles comme il y en a qui font des centres belles. Ouais. Moi, j'aime que les gens voient mon visage, puis entendent bien, puis que le son soit bon. C'est pas des cours qui entendent bien ma voix, je fais des grimaces, puis je fais beaucoup de voix. Donc, des salles comme l'Olympia, Club Soda, toutes les salles pas trop grosses, moi, c'est... Mais la salle, c'est laquelle? Ben, peut-être sinon, ce serait de jouer en France ou peut-être aller au Marrakech du Rire, des trucs que j'ai jamais fait un peu tough. Marrakech du Rire, je te vois aller en France. Deuxième question. Si ce n'était pas de l'humour, tu ferais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, si j'ai encore tout le bagage de l'expérience que j'ai, sûrement que je serais producteur ou gérant ou auteur. J'ai une passion pour la fiction aussi. J'aime écrire. J'ai un projet qui s'appelait Étudiant libre où je voulais juste comme faire jouer des Haïtiens, mais sans jamais parler de leur situation, là, qui fait juste des trucs de la vie normale. Fait que je serais soit auteur, soit producteur ou gérant. OK, nice. Troisième question. Je te passe mon cellulaire. Je te demande d'appeler une personne pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour toi depuis ta toute tendre jeunesse. T'appellerais qui? C'est dur de choisir une personne. Probablement que j'appellerais Roberto Sierra. Je crois que mes coachs d'impro, ils ont été peut-être les meilleures personnes. Roberto Sierra, ça a été mon coach d'impro pendant 10 ans. Okay. On a joué ensemble pendant 10 ans. Fait que c'est à cause de lui que j'étais en Europe pour les premières fois. Puis, je me souviens quand je lui demandais « Ah, moi, j'aimerais travailler tel truc », ben il créait un atelier pour qu'on travaille tel truc. Fait que c'est vraiment lui qui a fait de... Tu l'appellerais puis tu lui dirais... Ouais, ben il sait, mais je dirais que c'est... je veux pas sembler chauvin, là, mais c'est vraiment lui qui a fait la machine de guerre que je suis aujourd'hui, là. Puis j'aime dire que c'est mon contact dans la société. Je lui disais souvent, t'es mon contact avec la société parce que j'étais quand même dans mon monde et moi, j'étais quand même très absurde. Je suis arrivé dans l'improvisation, le monde ne me comprenait pas. Fait que lui, il est venu me prendre. Il a fait non, lui, c'est un joueur étoile. Puis ensemble, on a tout gagné, ce qu'on peut imaginer. Autant comme lui quand il me coachait qu'en jouant ensemble. Fait qu'on a joué partout ensemble dans la francophonie. Donc, le truc que j'ai fait dans LOL, le patate, mais c'est un vrai exercice d'impro. Tout ce que je dis, l'intensité, c'est vrai. Puis ça, c'est lui qui m'a montré cet exercice-là quand j'étais au cégep. Donc, c'est un vrai truc. C'est un vrai exercice, ça? Comme je dis, l'énergie, ça n'existe pas. On devrait toujours parler de varier son intensité. Puis l'impro, c'est les pratiques. C'est pareil comme un athlète qui s'entraîne pour aller aux Olympiques. Quand tu t'entraînes tellement, ça fait en sorte que si tu es stressé, nerveux, mais les gestes sont inscrits dans l'ADN de tes muscles.
Donc, les exercices qu'on faisait en impro, c'était la même affaire, comme un entraînement de football. La patate, mais après ça, la création, ouais. Mais ça, c'est vraiment que dans une impro, mais je peux arriver à une intensité d'énergie n'importe quelle, une fraction de seconde. En tout cas. Mais c'est un exercice qui n'avait pas de bon sens. C'est sûr que je savais que c'était drôle. Ça prenait de quoi de débile. Là, de rire les gens, mais dans un caucus. Et il en reste 3. OK. Si je te donnais une carte blanche immédiatement pour faire un changement majeur, significatif en Haïti, c'est quel changement tu ferais maintenant, live and direct? Je suis pas certain que si ça a encore lieu ou pas. Mais je sais pas si Haïti sont encore redevables à la France ou ils donnent encore de l'argent à la France. Mais moi c'est ça que je couperais, là. Haïti, ben, ouais. Là, je sais pas si c'est le genre de truc que je dis que je vais me faire tuer, là, mais c'est pas mal que ce soit... Moi, ce serait de restaurer le droit de propriété en Afrique, ce serait toutes les places qui ont de la redevance à des pays européens. Tu couperais ça? Ouais. I like that. Ben ouais. Ben, ces pays-là tomberaient, mais nous, on serait... Ouais, c'est ça. Je couperais les influences extérieures des autres pays. Là. OK. Bien. Le meilleur pays au monde. Là, je vais te donner 4 mots. Le pays le plus riche au monde. Je vais te donner 4 mots. Il faut que tu me dises juste un mot qui vient à l'esprit immédiatement. OK. Premier mot, Zéphyr. Richardson. Humour. C'est plate. Drôle. Parent. Secours. Et 2023. 2024. I like that. La dernière, la définition du mot passion pour Richardson Zéphyr. La définition du mot passion. La définition du mot passion, je crois que c'est aimer quelque chose avec véhémence. C'est de l'obsession, c'est de l'acharnement. Tu vois, acharnement, c'est pas une qualité, mais dans mon cas, je crois que c'est nécessaire. Nice. Donc, passion, je sais pas, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est plein de bonheur, c'est réconfortant. Yes. C'est brûlant. C'est chaud, la passion est là. C'est le feu qui brûle à l'intérieur. Exact. Mon gars, Richardson, vous avez passé à travers le Sweet Six. Yes! Mon gars, t'es un vrai. Toujours vivant. Toujours vivant. Avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te voir dans les prochains mois? C'est quoi les projets pour premier quart, deuxième quart de l'année 2023 pour toi? J'ai beaucoup de projets, je fais plein de petits trucs à droite, à gauche, mais principalement, c'est la tournée de mon spectacle Zéphyr. Let's go. Ouais. Nice. Donc, partout à travers la francophonie, alors il n'y a pas d'excuse. Richardson, avant qu'on se quitte, je veux vraiment prendre le temps de te remercier pour l'image, ce que tu projettes à la télévision. Souvent, on dit « Ah, les Noirs, c'est les fous du roi », mais toi, tu as pris ta place. On te voit, tu as même écrit pour le Bye Bye en 2020. Écoute, tu as gagné En route vers le gala, Juste pour rire. Tu gagnes des prix, puis tu l'as bien dit tout à l'heure, les jeunes te regardent et disent « Hey, il y a une image, a father figure, on est capable d'y arriver nous aussi. Et tu le fais bien, avec des belles valeurs. Je suis content de découvrir aujourd'hui que tu étais un entrepreneur. Tu n'es pas seulement devant la caméra, mais tu es derrière la caméra. Puis les gens qui nous regardent, j'espère qu'ils vont être encouragés à dire « You know what, c'est pas juste devant la scène qu'on peut faire la différence, mais en arrière, change the narrative, make a difference. » Puis Richardson, tu le fais au quotidien. Merci. Puis à chaque fois que je te vois, j'ai une fierté. Juste te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci. Merci. Et écoute, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. C'est super votre studio. Puis ce que tu fais aussi, c'est cool de recevoir des gens, faire des entrevues. Thank you. C'est le message quand tu dis change the narrative. Il faut juste le faire. Puis échouer, c'est le meilleur truc qui peut pas vous arriver. Oh my God, well said. Words of wisdom. Mes amis, simplement Monsieur Black, simple. Et aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale avec un invité extraordinaire, Richardson Zéphyr. Vous allez vous procurer vos billets. Zéphyr One Man Show. Let's go! Yes. Let's go!